Alors, on va passer à l'association Zone Blanche, représentée par Marie-Noël, ici présente. Ok, Marie-Noël. Oui, ça va changer. Est-ce que tu n'as pas de slide, hein? Non, je n'ai pas de slide. Super, De toute façon, on ne les voit pas beaucoup. Eh bien, donc je pense c'est pas joli. Donc, juste le micro. En tout cas, Maxence nous a fait un résumé intense. J'espère que vous avez tous mémorisé, mais on vous aidera à mémoriser. Alors, bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas encore vus. Je suis Marie-Noël Bollinger, chef de projet de l'association Zone Blanche. J'ai un quart d'heure pour vous présenter l'association, donc je vais essayer de rester dans le timing qui m'a imparti. L'association Zone Blanche est une association loi 1901, association d'envergure nationale, agréée ESUS, économie sociale et solidaire, et reconnue d'intérêt général. Et notre association est d'envergure nationale et on est plus actif en région Rhône-Alpes-Auvergne. Pourquoi? Parce que les acteurs dynamiques sont en région Rhône-Alpes-Auvergne. Le credo de notre association, c'est quoi? C'est informer, accueillir, soigner, protéger. Notre marque de fabrique, Association Zone Blanche, c'est créer des habitats santé, ou au moins faire émerger un projet habitat santé. Je crois que tous les EHS ont entendu parler du projet d'Urmont. Je vais vous en parler rapidement, parce que c'est toujours important de dire un peu les choses telles qu'elles se passent sur le terrain. On a fait un travail énorme après 3 ans de prospection sur un projet en relation avec un partenaire bailleur social majeur en PACA qui s'appelle Solia Provence, Solidarité Habitat. On a abouti à un avant-projet qui s'est concrétisé par une offre de 25 logements pérennes et 21 gîtes touristiques. On a poussé les investigations plus loin. On est arrivé à un projet qui était autour de 13 à 15 millions d'euros. Quand on est arrivé à cette somme-là, on a dit c'est pas possible, on n'aura jamais les financements. On a essayé de revoir le projet à la baisse pour qu'au moins on démarre quelque chose. On est arrivé à des coûts moindres. Mais à terme, malgré qu'on ait revu le prix à la baisse, l'investissement était 3 fois supérieur au coût de rénovation de l'habitat du logement social. Et donc Solia Provence a dit on ne peut pas suivre. Mais ce qu'il faut retenir de cette expérience, parce que dans des choses négatives, il y a toujours du positif, c'est que bien que Solia ait renoncé, il n'a pas renoncé de gaieté de cœur, et nous non plus, Association Zone Blanche, mais le fond du problème de ce projet, c'est le manque d'ancrage local. Donc je pense que tous ceux qui cherchent des lieux d'habitat santé, qui cherchent d'implanter des zones blanches, et ça a été dit déjà par quelques personnes, le nerf de la guerre, c'est de trouver des lieux accueillants. Et on en est là-dessus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait sur Saint-Julien-en-Beauchêne un maire qui ne voulait pas entendre parler de ce projet. Et donc au fil du temps, nous on avait fait le pari, on avait dit on va faire changer d'avis, petit à petit on va agréger les acteurs, etc. Mais la mayonnaise, quand elle prend pas, je veux dire, ça n'a pas pris sur le village. Du coup, par effet rebond, on n'avait pas le maire avec nous, on n'avait pas la communauté de communes avec nous, on n'avait pas non plus le président du conseil départemental, et ainsi de suite. Donc après, c'est difficile de monter un projet. Par contre, on a quand même appris, on a travaillé avec différents partenaires, et nous, on est monté en compétence sur ce projet. Mais en attendant, ça ne fait pas de projet pour les EHS. Où on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on en est sur du repositionnement, vous l'avez tous compris, ceux qui nous suivent un petit peu. Et donc, on cherche d'autres lieux d'habitat santé. Qu'est-ce qu'on fait comme constatation? On fait la même constatation que vous, c'est qu'on a une augmentation des zones sur tout le territoire, que le New Deal mobile freine bien des projets et que c'est compliqué de trouver des zones blanches. Voire les zones blanches, ça menuise au fil du temps. Et du coup, on est plutôt sur l'idée de, si on a un lieu bienveillant en zone grise, eh bien essayons de démarrer un lieu d'habitat santé en zone grise avec l'arrière-pensée de sanctuariser au fil du temps les zones grises pour qu'elles reviennent blanches. D'autant plus que, vous le savez tous très bien, que d'une personne à une autre, les sensibilités sont très différentes. Aujourd'hui, on prépare la semaine prochaine notre assemblée générale et on va présenter 2 lieux qui ont été prospectés. On a un lieu, c'est un camping, et l'autre, c'est un vieux corps de ferme. Ils ne sont pas en zone blanche, ils ont du positif, ils ont du négatif. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'avancer avec des groupes de gens qui sont intéressés par un projet, l'un ou l'autre, et puis d'avancer en marchant.
parce que sinon on n'arrivera pas. L'idée, c'est faire émerger un premier projet qui va servir d'exemple aux autres. Voilà. En fait, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que vous, les difficultés que vous avez dans votre parcours pour faire reconnaître votre problème de santé au niveau du médecin local, ben nous, on a le même problème à une plus grande échelle pour un projet d'envergure. Ensuite, donc ces lieux de ressourcement, l'idée, c'est de créer des centres de petite taille, pas des grosses structures, des choses petites, mais efficaces et qui fonctionnent. Donc là, on a fait des repérages, on va en livrer le diagnostic la semaine prochaine. C'est loin d'être abouti, on en est au départ et on va essayer de travailler avec des petits groupes de personnes qui sont intéressées. Il y en a qui pourront investir, il y en a qui ne pourront pas, et donc après, il faut aller trouver le modèle économique qui va nous permettre d'intégrer tout le monde. Alors, il n'y aura pas tout le monde, c'est évident, mais commençons par embarquer quelques-uns sur des petits bateaux, et puis ensuite, si on arrive à faire des modèles qui puissent fonctionner, ben, on les duplique. Voilà un petit peu l'idée où on en est aujourd'hui. Et le nerf de la guerre, après tout ça, une fois qu'on a la bienveillance du terrain, etc., le nerf de la guerre, c'est trouver le modèle économique et bien sûr le financement de ces projets, parce que tant qu'on n'a pas de reconnaissance, on ne peut pas aller cocher des cases qui n'existent pas, et donc on n'a pas les financements des institutions, autrement dit, débrouillons-nous par nous-mêmes pour faire émerger des projets. Donc ça, c'était sur la thématique accueillir, habitat, santé. Deuxième point, soigner. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'association Zone Blanche? Association Zone Blanche a mis en place un comité médico-scientifique. C'est plus un comité médical d'ailleurs que scientifique, mais on a en gros une quinzaine de professionnels de la santé. Et avec ces professionnels de la santé, on fait monter un réseau de professionnels sur la connaissance de l'électro-hypersensibilité, de la chimico-sensibilité. Donc on organise en visioconférence régulièrement des réunions sur des thématiques spécifiques tout au long de l'année. On est en relation aussi avec tous ceux qui sont sur ces thématiques. AZB est entré dans le réseau de l'ARIEM, qui a été constitué par l'ARTAC. Et donc on est présent là-dessus. On a organisé en juin 2022, on a organisé un premier stage de ressourcement sur 5 jours. Ça a été un stage pilote assez innovateur dans l'approche de santé, puisqu'on avait une équipe pluridisciplinaire pour soigner les gens. Et les professionnels de la santé sont venus bénévolement pendant toute une semaine pour accueillir les personnes stagiaires. On a vu donc des médecins généralistes, on a eu Gérard Durizet comme chirurgien dentiste et posturologue, on a eu une sophrologue caïcédienne, on a eu une Bernadette Lecomte qui est, j'ai toujours du mal à le dire, qui est psychologue, sociopsychologue, et qui est notamment spécialiste dans la psycho-organique, reprogrammation psycho-organique. On ne va pas rentrer dans le détail là, mais après on a un stand, et ceux qui veulent en savoir plus pourront venir se renseigner sur notre stand. Donc c'est tous ces aspects-là qui font aussi monter la connaissance sur la prise en charge des personnes HS, qui est, vous le savez, complexe. Au niveau de... Donc ça, c'était le deuxième point que je voulais mettre en avant. Ensuite, troisième point, c'est le réseau. Tout ce qui est communication, sensibilisation, réseau, et qui vient en écho à ce que vous a présenté Maxence tout à l'heure. Donc au niveau des assises françaises, l'année dernière, AZB a participé et a co-organisé les rencontres des associations françaises, parce qu'on a très bien compris que si on ne pèse pas dans la balance, on n'arrivera à rien. Donc il faut qu'on soit unis pour peser, pour exister, pour se rendre visible. Le principe étant que l'union fait la force. Et en plus, Bernadette me disait que c'était un dicton belge. Donc voilà, c'est texte de devise. Bon, bref. C'est d'actualité en Belgique. Donc le nerf de la guerre, c'est la reconnaissance. Et au niveau des rencontres des associations françaises, on est en train de travailler pour s'unir et pour travailler sur la reconnaissance. Parce que qui dit reconnaissance, dit dispositif pour vous aider à vivre pour nous tous et pour faire baisser les ondes. Donc il faut qu'on soit unis et qu'on avance tous en avant sur ce sujet-là et qu'on améliore la prise en charge. Et puis vous l'avez compris, je terminerai en disant que les finances, il faut qu'on trouve des solutions pour pérenniser nos actions et pour qu'on puisse tous avancer sur ce grand sujet qui est la thématique d'électro-hypersensibilité et sans oublier la chimico-sensibilité, parce que comme dirait le professeur Bellepomme, 25% des personnes ont le syndrome mixte. Voilà. David, tu m'as demandé de parler des compétences recherchées. Ah oui, pardon.
Je prends la parole 2 minutes. Donc en fait, la présentation que Marie-Noëlle vient de faire, c'est déjà un petit peu à cheval avec ce qu'on va faire juste après, avec les autres associations qui seront présentes ici. Donc l'idée, c'est de faire le lien avec voilà, l'association Zone Blanche est active sur toute la France, c'est juste. Voilà, et donc de faire le lien avec, tiens, mais voilà, si il y a des personnes qui viennent de France, ou pas, hein, je veux dire, aujourd'hui, avec une connexion câblée, on peut finalement se retrouver facilement si vous supportez encore les basses fréquences de votre ordinateur. Et de faire le lien avec les compétences qui pourraient être recherchées dans les initiatives que les différentes associations sont en train de mener. Et alors bien sûr, pourquoi pas, si vous vous reconnaissez dans la compétence ou si vous avez un petit peu d'énergie à donner, de retrouver ces associations par la suite à l'attente des associations juste après, pour que voilà, les échanges puissent prendre place et les emails s'échanger, etc. Donc voilà, je t'invite effectivement à exprimer quelques besoins que l'AZB pourrait rencontrer aujourd'hui. Alors, comme toute association, eh bien, les personnes sont les bienvenues pour donner des coups de main sur le plan administratif, si elles ont les compétences, si elles peuvent tenir devant un ordinateur, parce que sinon, malheureusement, on travaille difficilement, et sur l'accompagnement aussi. Donc il faut des personnes qui soient stabilisées. Hein. Si vous êtes trop bas dans votre, enfin, si vous êtes trop dans votre électro-hypersensibilité, si vous êtes trop atteint, vous ne pouvez pas aider les autres. Mais les personnes, quand elles arrivent à retrouver une stabilité au niveau de leur qualité de vie, elles arrivent à aider. Et c'est des personnes comme ça dont on a besoin. Merci Marie-Noëlle, c'était super. Alors, à présent, je vais inviter les différentes associations qui se sont proposées pour pitcher un petit peu leur projet, peut-être leur périmètre, au niveau géographique, où est-ce que ces associations sont actives. Donc rappeler un petit peu ce qu'elles font en quelques minutes, et puis d'exprimer éventuellement des besoins. Alors bien sûr, il y a ce besoin universel de venez, voyez un petit peu ce que vous pouvez mettre au service de... mais voilà, il y a peut-être d'autres besoins un peu plus spécifiques. Donc voilà, j'inviterai volontiers donc Marie-Noëlle, mais qui vient déjà de prendre la parole, Magali, si elle est bien présente. Il y a François Vetter pour le CNAFL et AEPO. Robin Détois, il y a Véronique qui s'est proposée. Colette, bien sûr, pour la RES. Et alors, prière thème. Sophie, voilà, super, merci. Bonjour, je suis Magali Le Sur, présidente de l'association Cœur de HS que j'ai créée en mai 2018, juste avant de créer la journée de l'électro-hypersensibilité dans le monde. Donc, et d'ailleurs, je vous remercie tous de la marquer cette journée parce que ça me fait très très plaisir. Bon, ça fait donc 5 ans que l'association existe. Alors, ce qu'on ne sait pas encore faire, c'est vraiment aider les gens à se battre contre les antennes relais, ou à se battre contre les compteurs Linky, ou à faire du lobbying politique, ou à financer et trouver des zones blanches. Ça, on ne sait pas encore faire. On est trop petit, on n'a pas encore de pointure dans l'association pour le faire. Mais nous, en fait, notre cœur de métier, entre guillemets, c'est vraiment les EHS eux-mêmes. C'est vraiment dans les objets de notre association. C'est vraiment aider vraiment les EHS dans leur quotidien. Alors j'ai mis un certain nombre de choses en place. C'est que le début d'une grande aventure. J'espère que ça ira beaucoup plus loin que ça. J'ai plein d'idées, mais encore faut-il avoir l'énergie pour les réaliser. On a d'abord... j'ai pris 3 mots-clés pour me rappeler. La première chose, c'est que on veut déjà les éduquer. Il y a vraiment le mot éducation, c'est important, parce qu'il y a beaucoup d'électro-hypersensibles qui ne savent... Vous êtes là, je suis à peu près sûre que vous savez beaucoup de choses. Mais on est censé être 3 millions de personnes en France, et il y en a plein, mais plein, qui ne savent absolument pas se protéger. Ils sont parfois même pas au courant qu'ils sont électro-hypersensibles, mais quand ils le sont, ils ne savent pas se protéger. Donc moi, qui ai quand même une formation justement de professeur et de formatrice, mon dada c'est ça, c'est éduquer les gens pour les aider. Donc comment on peut faire ça ? En créant des délégations. Donc maintenant, l'association Cœur de HS a 9 délégations, dont celle-ci, Guy Lerat, en Belgique. C'était la première qui a été ouverte par Cœur de HS. Et donc l'idée, c'est à terme, mon rêve, c'est I have a dream, c'est que je voudrais qu'il y ait de plus en plus de délégations, des délégations que je formerai, que l'on formera à répondre à des questions simples pour aider les EHS localement. Et qu'on équipera au fur et à mesure. L'association a déjà pas mal de matériel qu'elle prête, c'est un des services proposés aux adhérents, et qu'on équipera progressivement, localement, on équipera nos délégations pour pouvoir répondre, aider concrètement les EHS.
Actuellement, on fait déjà des rappels téléphoniques, on fait des suivis, on aide les gens. Actuellement, c'est assez simple, on poste des petites annonces. Et puis, quand j'ai créé l'association, j'ai été aidée moi-même, et si je n'avais pas été aidée par lui, je n'en serais pas là, par Alain Vérignon, qui a été le parrain de l'association, qui est décédé maintenant, mais qui pendant entre ses 70 et ses 90 ans, a délégué 20 ans de sa vie aux EHS. Et l'idée d'Alain, c'était de mettre en relation simplement par mail. Alors je reprends l'idée d'Alain Vérignon avec les listes de diffusion, c'est-à-dire que les EHS, les adhérents qui acceptent d'être dans la liste de diffusion, tout comme faisait Alain Vérignon, reçoivent de temps en temps des mails qui viennent des informations ou des informations d'actualité, ou des gens aussi qui font passer à la communauté EHS des messages, etc. Donc ça, la mise en relation, l'éducation, donc on a parlé d'éducation, là c'est la mise en relation. La mise en relation, c'est aussi... comment ? Oui, d'accord. Et il y a aussi la collaboration. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand je vous disais qu'on ne pouvait pas encore faire ceci ou cela, c'est que moi, ce que je recherche, c'est des pointures dans leur domaine pour pouvoir faire comme les autres associations, éventuellement aider dans les domaines, etc. Donc, pour moi, je dis souvent que Cœur d'EHS est une association hors d'eau, hors d'air. On y trouve ce qu'on y met. Donc, si parmi vous, vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de développer, venez dans l'association, on vous donnera la possibilité de le faire. Concrètement, il y a aussi quelque chose que je voulais dire, c'est le colibri, l'oiseau qui est sur le logo de Cœur d'EHS. Et le colibri, c'est qu'on doit faire tous notre part. Et franchement, quand je vois qu'en 5 ans, dans le monde entier, actuellement, le 16 juin, c'était hier, mais dans le monde entier, le 16 juin, il y a des tas de gens qui ont montré leur nez et qui se sont habillés en jaune. Quelque part, il faut qu'on continue sur cette idée-là. C'est qu'il faut qu'on soit une nuée de colibris et qu'on fasse beaucoup de choses ensemble. Donc voilà, j'ai dû oublier, je suis un peu intimidée. Mais donc voilà, et les besoins, c'est, je vous dis, des pointures, des gens, et puis des délégations aussi, des délégations. Et il y a une dernière chose que je voulais dire. En page d'accueil du site internet, il y a une carte anonyme des adhérents qui sont pointés par leur code postal. Elle est remplie de petits points verts. Plus il y aura d'adhérents à l'association, même pour 5 € qui est la cotisation minimum, je préférerais en avoir 10 à 5 € que 1 à 50. Plus il y aura de points, plus il y aura d'adhérents, plus on pourra réunir les gens et mettre ensemble localement en groupe et leur permettre justement de s'entraider localement. Parce que le sous-titre de Cœur d'EHS, c'est être humain sensible et solidaire, EHS, sensible et solidaire, pour une entraide collaborative. Voilà. Merci beaucoup, c'était super. Je vois que tu peux t'asseoir. C'était super, donc voilà, c'est vraiment l'idée. Donc voilà, j'invite peut-être Colette, si tu es juste à côté, à prendre la parole. Colette qui représente paquet administratrice de l'ARES en Belgique francophone. Je t'en prie. Merci. Voilà. Je n'ai pas l'habitude des micros, donc je sais. Donc l'ARES, c'est AREHS, l'Association pour la reconnaissance de l'électro-hypersensibilité. Elle a été créée en 2015, au départ de quelques personnes électro-hypersensibles, et progressivement, on sévit en Belgique francophone, c'est-à-dire Wallonie-Bruxelles. Nous avons créé un site internet en 2016, et depuis lors, toutes les personnes électro-hypersensibles qui cherchent des informations sur Internet, enfin, certaines nous trouvent en tout cas, et s'inscrivent dans notre association. Notre premier objectif, c'est certainement le soutien, l'écoute, l'accueil de ces personnes. Nous avons un autre objectif qui est la reconnaissance de l'électro-hypersensibilité. Dans ce cadre-là, nous avons fait parvenir un texte au Sénat. Malheureusement, si un bon texte a été adopté par la Commission des matières transversales, en plénière, ça a été rejeté. À 24 voix pour contre 29, parce que la reconnaissance de l'électro-hypersensibilité allait, empêcher le déploiement des nouvelles technologies. Donc c'est clair, tant pis pour la santé, nous on veut les nouvelles technologies. Donc voilà, on a tout un volet d'accueil des personnes, de soutien aux personnes, et un autre volet qui est
sensibiliser nos politiques et essayer de faire en sorte que la population en général soit informée. C'est ce qui est le plus difficile et en fait, je crois, le plus nécessaire, puisque les politiques ne veulent pas nous entendre ou nous entendent très difficilement. Certains oui quand même. Je crois qu'il faut que la population en général soit mise au courant de cette pollution qui peut les rendre malades du jour au lendemain. Donc, toutes les personnes de préférence en Belgique qui veulent venir travailler avec nous et qui ont un projet, ont envie de réaliser quelque chose, sont les bienvenus. Il suffit qu'elles s'adressent à notre association info@ares.be. Merci Colette. Et donc voilà, l'ARES c'est l'association de référence en Belgique francophone. Donc voilà, c'est un territoire un peu plus petit qu'en France. Donc là aussi, c'est plus facile d'avoir une seule association pour fédérer les efforts à ce niveau-là. Merci. Je propose de passer la parole à ton voisin. Bonjour, je m'appelle Henri, je suis avec ma femme Véronique, le représentant à cet événement de Robin des Toits. Association française donc, qui se définit comme une association nationale pour une gestion des communications sans risque sanitaire, environnemental et social. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire, oui, mais vous faites quoi? Alors, on essaye d'avoir une activité qui consiste à informer les publics, donc aussi bien le grand public, je dirais, que les élus, les collectivités, sur les risques qu'en comportent ces technologies pour le vivant. Pour ça, on a toute une palette d'outils qui sont d'abord une newsletter qu'on diffuse bien au-delà de notre millier d'adhérents à tous les sympathisants. Une lettre aux adhérents qui a pour caractéristique d'être électronique, mais aussi papier. Et on observe que plus ça va, plus il y a de gens qui veulent du papier, d'ailleurs, c'est assez marrant. Un site internet qui est un énorme fichier d'informations techniques, sanitaires, juridiques, médicales, sous forme de fiches imprimables, qui sont très utilisées. Une permanence téléphonique, où on essaye de répondre à toutes sortes de questions, qui sont aussi bien des questions du genre « je me sens mal, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ?» que des questions sur « il y a un projet d'antenne juste derrière chez moi, qu'est-ce que je peux faire ?» ou « j'ai toujours résisté au compteur communicant et maintenant on me harcèle, et qu'est-ce que je peux faire ?» Bon, en général, ça se termine par « qu'est-ce que je peux faire ?» Et on essaye de répondre du mieux qu'on peut à ça. Même chose sur une messagerie. Donc là, on reçoit des mails d'un peu partout sur tous ces sujets, ou d'autres d'ailleurs. On a donc aussi des gens des écrivains, parce qu'on les appelle téléphonistes pour la messagerie téléphonique et écrivains pour la messagerie Internet. Et des conférences qui sont réalisées par certains de nos membres actifs. Donc on va retrouver des conférences qui sont liées à leur job, à leur profession, ou pas d'ailleurs. Et en ce moment, par exemple, ça m'a fait sourire parce qu'effectivement, on a aussi une conférence sur les écrans et les enfants qui marche très bien. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il vaut bien mieux dire de faire une conférence sur les écrans et les enfants qu'une conférence sur le danger des ondes, par exemple, qui attire 3 personnes alors que l'autre en attire 300. Et puis on a aussi une conférence par exemple sur qu'est-ce que c'est que vraiment la 5G, donc on essaie d'aller bien au-delà des aspects techniques pour aborder les aspects sociétaux ou démocratiques. Voilà, alors tout ça, sert, c'est beaucoup à la disposition des EHS en fait, pour lesquels on essaie de réserver un maximum de notre temps, de notre messagerie, de la partie téléphonique aussi, parce qu'ils s'expriment plus facilement finalement au téléphone que par d'autres moyens. Dans certains cas, Robin des Toits facilite, participe à des actions juridiques, ou les finance d'ailleurs aussi, et intervient avec d'autres, notamment à des salons. Par exemple, on est intervenu avec les éleveurs de la NAST au salon de l'agriculture, puisque les éleveurs ont aussi des gros problèmes, les vaches étant encore plus sensibles que nous. Bref, c'est un autre sujet. Alors, outre ce national, donc ça c'est notre activité internationale, on est organisé en délégation régionale, donc il y en a une douzaine aujourd'hui, et il nous en manque, donc ça va nous faire la transition avec de quoi vous avez besoin. Et puis notre activité est aujourd'hui très franco-française, bien qu'il n'y a pas que des Français parmi nous, mais on est clairement conscient qu'on a un petit déficit au plan international. Du coup, nos besoins, c'est quoi? C'est d'abord de renforcer nos délégations régionales, notamment, alors, ce qui s'est passé à Robin des Toits, c'est qu'on était assez parisien au début, et comme Paris devient de plus en plus invivable,
nos dirigeants ont eu tendance à descendre vers le sud de la France. Et donc du coup, on a moins de monde au nord. Alors au nord, il y en a, mais c'est surtout à l'est et en Normandie, enfin en haut à gauche et en haut à droite, qu'il nous manque des délégués régionaux. Il nous faut trouver un correspondant à l'international pour répondre aux sollicitations des autres associations, parce qu'on pense qu'il y a de la place pour tout le monde, que nous, notre point fort, c'est pas forcément justement les relations avec le Parlement, mais chacun son job, hein, je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. Et puis, on a besoin d'autres adhérents actifs pour pouvoir participer à toutes ces activités que j'ai mentionnées, c'est-à-dire que une messagerie téléphonique, par exemple, c'est beaucoup de boulot, surtout si on ne veut pas y passer chacun tout son temps, quoi. Donc, soit on est 10 à faire 10 heures chacun, soit on est 100 à faire 1 heure. Et on préférerait être 100 à faire 1 heure que 10 à faire 10 heures. Oui. Donc du coup, effectivement, on a besoin de beaucoup de monde pour ces choses-là, très concrètes, de participer à la vie de l'association. Voilà. Et pour tous ces gens qui viennent, Robin des Toits assure la formation. Donc il y a aussi, on a besoin de former de gens, mais on assure effectivement cette formation parce que, bon, on n'est pas des professionnels, mais parce qu'on est tous bénévoles, mais on cherche quand même à avoir un niveau de service qui soit un niveau professionnel dans ce qu'on peut recommander ou pas. Donc on apprend aussi à nos intervenants à dire ce qu'il faut dire, ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils ne peuvent pas dire, ou alors qu'ils le disent, mais en disant bien que ce n'est pas le point de vue forcément de l'association. Voilà. Des questions ? Je propose volontiers à Pierre, je pense, de prendre la parole. Je t'en prie. Bonjour, je m'appelle Pierre, je fais partie du collectif ACAD. Ça veut dire Anti-Compteur Communicant Artois d'Oisy, donc on est dans le Nord Pas-de-Calais. Donc on est une petite association, mais malgré tout on a une certaine audience puisqu'on reçoit, grâce à notre site, un certain nombre de coups de téléphone qui viennent de Périgueux, de Toulouse, etc. Donc de ce côté-là, on n'a pas à se plaindre de notre audience d'une part, et on s'occupe de quoi? On s'occupe évidemment de s'opposer au compteur Linky, s'opposer à la 5G avec son monde, surtout avec la numérisation, la robotisation, l'intelligence artificielle, etc. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de grand mystère, de grande évolution par rapport à d'autres associations, mais on essaye de le faire en lien avec évidemment d'autres associations, en particulier avec Robin des Toits, pour lesquels on a adhéré en tant que collectif. Personnellement, je fais partie de Robin des Toits. Donc sur ce point, on a évidemment beaucoup de difficultés à faire passer des messages. Ce qu'on essaye de faire, c'est un certain nombre d'informations. On a fait venir Nicolas Bérard, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Ce monde connecté » qu'on nous impose. On a fait également venir Fabien Lebrun, qui a écrit un bouquin sur « On achète bien les enfants ». On a fait venir Anthony Brun, qui est EHS, qui habite dans le Lot, je crois, et qui effectivement fait partie de ceux qui ont dû quitter l'industrie pour pouvoir vivre, et donc qui est obligé de trouver un travail ailleurs, etc. Donc c'est très intéressant, ça a été le 1er mai en particulier. Donc ça a été l'occasion, le 1er mai, de faire voir notre association à l'occasion du rassemblement à partir des livres à caractère social, et où les associations pouvaient venir et expliquer un petit peu ce qu'ils avaient envie de faire. Ce qu'on a envie de faire, c'est d'abord essayer de mettre en avant, même si c'est très difficile, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le droit à la déconnexion. Et ça, je pense que c'est un de nos chevaux de bataille pour les semaines à venir. Et de ce côté-là, il y aura du boulot parce que c'est pas du tout évident. Et on voudrait partir d'un problème de base qui a déjà été dit, c'est-à-dire partir de la base. J'ai cité le bouquin tout à l'heure de Annelise Ducanda, c'est-à-dire partir de la problématique de la surexposition des enfants aux écrans. Et donc, à partir de là, ça permettra d'amener pas mal de gens ceux qui sont concernés, en particulier des parents, des enfants, des écoles et des collèges,
et ensuite poser la problématique à la fois de ce monde de la 5G qui est impactant. Je donne 2 exemples. Sur le secteur, on se bat contre une antenne qui va s'installer à côté d'une chèvrerie. Et donc là, c'est tout le monde animal qui est concerné. Ensuite, on a eu des résultats dans la non-installation d'antennes. Dans le secteur de Béthune, il y a une antenne qui a commencé à installer ses fondations. Et ils se sont rendus compte après qu'ils avaient mis leurs fondations sur un terrain qui n'était pas le leur. Et donc, pour l'instant, ça reste là, parce que le propriétaire de celui qui ne veut pas d'antenne ne veut absolument pas avoir du fric. C'est-à-dire qu'il veut qu'on démonte cette antenne, surtout dans la partie qui lui a été impactée. Donc ça, de ce côté-là, je pense qu'on a réussi, grâce à un certain nombre de gens qui étaient très mobilisés, et surtout des gens qui avaient envie de faire du pique-nique sur place, si c'était nécessaire. Mais il n'y a pas eu besoin pour l'instant, puisque SFR n'a pas su utiliser un géomètre pour délimiter les fondations, mais pour l'instant, il est plutôt dans l'impasse. Voilà. Donc, ce qu'on recherche, évidemment, c'est à la fois du monde pour à la fois expliquer tout ça, et surtout faire avancer les choses, parce que c'est très difficile, comme chacun le sait. Merci. Sophie de Pierretel. Oui, bonjour, Sophie Pelletier, donc je suis présidente de l'association Prière Thème. Ça veut dire pour rassembler, informer et agir sur les risques liés aux technologies électromagnétiques. C'est une association qui a été créée il y a plus de 20 ans maintenant, qui est la première au niveau national en France à s'être créée sur la thématique ondes, santé et environnement. On travaille un petit peu sur tous les panels du coup de ces problématiques. On a en 2014 le collectif des électrosensibles de France qui avait été créé en 2008, qui a rejoint Prière Thème et a été intégré à l'association pour justement intégrer complètement cette problématique aussi dans notre action. Donc on travaille effectivement sur plein de sujets, les antennes relais, les compteurs communicants, la problématique de l'EHS, voilà, dans le travail, dans le quotidien, la reconnaissance évidemment. On s'est bataillé aussi sur les histoires de satellites, puisqu'on a quand même, je tiens à le signaler, on a gagné une fois, c'est belge, on a gagné une fois. Contre Elon Musk, bon après, enfin pas contre Elon Musk directement, mais sur une décision des autorités françaises sur le déploiement des satellites d'Elon Musk. Bon après, on a été un petit peu rattrapé par la réalité, mais bon voilà, on est quand même un petit peu fiers d'avoir un peu mis un petit grain de sable à notre cher Elon Musk. Sur le plan de donc on travaille un petit peu, oui, tous azimuts pour essayer de porter du plaidoyer sur ces problématiques. Donc au niveau du grand public, on touche essentiellement par les grands médias, puisqu'on n'a pas tellement d'autres moyens. Les problématiques, disons, liées aux aspects scientifiques. Donc on a beaucoup investi le domaine du dialogue avec les agences sanitaires et les agences des fréquences en France. Et par ce biais-là, en étant tout le temps en train de les titiller, on réussit quand même peu ou prou à faire avancer un petit peu les choses. Donc une des choses vraiment les plus importantes, je pense, récentes qui s'est produite, c'est que la France interroge actuellement son agence sanitaire sur la fabrique des valeurs limites d'exposition. Donc c'est quand même vraiment très important, puisqu'en gros, implicitement, ça veut dire que la France est en train de lâcher l'ICNIRP, ne donne plus forcément un blanc-seing à l'ICNIRP pour l'établissement de ces normes, et on est en train de faire avancer aussi l'idée de ondes et perturbations endocriniennes. Enfin voilà, on va sur des sujets qui va vraiment les obliger à changer la façon de prendre en compte la protection de la population. Donc c'est très lent, c'est très difficile, ça demande du travail de long terme, mais on avance, voilà. Et puis donc on a un volet sur le développement de l'entraîne, donc aussi bien pour les personnes riveraines de projets d'antenne, pour leur donner des clés pour essayer d'agir. On n'agit pas à leur place, mais on essaye de leur donner les clés, c'est bien ça. Idem pour les personnes électrosensibles, on essaye de les soutenir du mieux qu'on peut, et en leur donnant les clés
pour améliorer leur santé et se battre par rapport à tous les problèmes qui leur tombent sur la tête. Donc notamment, on a une permanence téléphonique. Donc là, effectivement, on a des besoins par rapport à ça. Donc s'il y a des gens qui veulent être écoutants, donc sur un petit peu tous les différents sujets ou sur un sujet particulier, eh bien, n'hésitez pas à venir m'en parler. Et puis, pareil, le maillage territorial, on a des correspondants un petit peu à certains endroits, puis il y a des endroits, il y a des trous, et puis il y a des endroits, il y a un correspondant, mais il aurait bien besoin d'un petit copain pour l'aider. Voilà, donc j'ai essayé de faire rapide, et je vais passer la parole à mon voisin. Bonjour, je suis François Better. Alors, j'ai un credo qui est celui de on agit bien, on agit par rapport à nos problèmes quand on est ensemble. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour ça que je suis membre d'un certain nombre des associations ici présentes. Et c'est comme ça que je me retrouve avec 4 casquettes. Donc, je vais les décliner rapidement, l'une après l'autre, parce que je ne fais pas la même chose dans chaque domaine. En première casquette, dans l'ordre chronologique, je suis adhérent de Priartem et je suis l'un des correspondants locaux de Priartem. Donc je ne détaille pas plus, puisque Sophie en a largement parlé. Deuxième casquette, c'est le Conseil national des associations familiales laïques. C'est une organisation française, une organisation familiale qui intervient dans plusieurs domaines, dont les questions familiales évidemment, la santé, l'environnement, la consommation. Et au niveau consommation, justement, moi j'ai essayé d'apporter au CNAFAL les problématiques électromagnétiques. Parce que quand on est EHS, ou simplement un consommateur un peu averti, on nous vend de plus en plus de gadgets électroniques connectés, sans qu'on ait l'information, sans qu'on sache l'impact de ces appareils, sans qu'on sache seulement comment faire pour déconnecter, ou savoir parfois qu'il est connecté, savoir comment le déconnecter, enfin, voilà, vous connaissez tout ça. Donc on essaye de dialoguer avec les instances nationales pour essayer de faire avancer. Objectif, l'information. Deuxième objectif, si possible, qu'il continue d'exister des appareils non connectés. Frigo connecté, on n'en a pas besoin, franchement. Eh ben oui, mais quand on va acheter un frigo, c'est pas évident qu'il soit pas connecté. J'ai dû changer mon lave-vaisselle il n'y a pas longtemps. J'ai ramé un moment pour en trouver un qui soit un peu connecté. Donc voilà. Et en ce moment, j'ai contacté, on avait fait une première action là-dessus, c'était auprès des banques, histoire de l'authentification forte. Vous savez que l'authentification forte, on reçoit un message sur SMS pour pouvoir authentifier sa transaction. Ce qui évidemment pose problème aux EHS. Donc on a écrit en inter-association à un certain nombre de banques. Toutes n'ont pas répondu, mais on a au moins 3-4 banques qui nous ont proposé une solution EHS compatible. Ça, c'est une des types d'actions qu'on a faites. Il y en a un autre qui est en cours, mais qui est beaucoup plus compliqué. C'est auprès des constructeurs automobiles. C'est de faire en sorte qu'il y reste des véhicules dans lesquels un EHS puisse monter. Pas gagné, donc on avait fait une première démarche interassociative auprès du défenseur des droits, en se disant que c'était peut-être une bonne entrée. Bon, il a botté en touche, le défenseur des droits, on ne va pas s'arrêter là. Je relancerai, quand j'aurai un peu le temps, pour essayer de faire un courrier directement au constructeur automobile. On verra bien s'il y en a un qui est mort à l'hameçon, j'en sais rien. Troisième organisation. Oui. Donc, ceux qui étaient sur la tente ce matin en ont entendu parler, l'association EPO, Association pour un espace protégé de l'onde électromagnétique. C'est en minuscule le projet d'AZB, mais je dis bien minuscule, c'est tout petit, mais on avance tout doucement. L'objectif, c'est de créer une aire d'accueil, voilà, en Haute-Saône. Bon, ceux qui veulent en avoir des infos, il y a des gens ici, vous pouvez me trouver après. Et enfin, le dernier, à la demande du CNAFAL, je viens d'entrer au conseil d'administration de France Nature Environnement. Et je viens de découvrir que tout reste à faire à ce niveau-là, qu'ils ne connaissent strictement rien à l'impact sanitaire des ondes sur les personnes, du moins ils n'y croient pas, et encore moins l'impact sur l'environnement, les plantes, les animaux et tout ça. Voilà. Bon, je rends le micro. Voilà. Désolé d'avoir été un peu long. Béatrice, c'est d'abord poème Baptiste. Juste après. Non, vas-y.
C'est pas pour une question. C'est pour vous, Bernadette. Allez-y. Pardon, allez-y ensemble. Je vous tends le micro. Ouais, donc, Poème 26, et elle présente à deux, d'où le fait qu'il y a deux micros. Donc bonjour, alors je représente Poème 26 avec Bernadette. Alors Poème 26, c'est prévention, ondes électromagnétiques, Drôme, dans le département de la Drôme. Alors sa présidente est Catherine Néran, elle n'a pas pu être là aujourd'hui, parce qu'elle a organisé une soirée hier au soir avec des élus locaux, des journalistes, beaucoup de témoignages de personnes EHS, et on espère qu'il y a eu beaucoup de monde, mais je n'ai pas eu de retour encore aujourd'hui. Voilà, donc pour présenter un peu Catherine, je dirais Catherine Néran, c'est une personne EHS comme nous, qui continue d'exercer son métier de kinésithérapeute en travaillant dans un local blindé dans son jardin, pour se protéger des basses fréquences émises par l'installation électrique, des hyperfréquences du voisinage et pour recevoir des personnes EHS en errance médicale. Donc l'association, depuis 2011, elle informe, elle organise des actions de prévention sur l'impact sanitaire des ondes et des champs électromagnétiques. Alors son rôle, c'est d'informer le public, d'interpeller le monde politique et le monde médical. Ça, Catherine tient beaucoup, par des conférences, des actions de terrain et des courriers. D'essayer d'apporter une aide concrète aux personnes victimes des ondes et de mettre en évidence les pollutions électromagnétiques dans les lieux de vie, habitation, travail, lieux publics, avec des appareils de mesure. Voilà, je vais laisser la parole à... Ah bon, merci. Oui. Donc j'ai aussi deux casquettes, casquette AZB, bien sûr, comité, le COMES, AZB. Et puis là, je parle au nom de ma casquette, cette fois-ci, Poème 26. Et donc avec Poème 26, on organise aussi des réunions mensuelles d'électro pour échanger et pour se donner des conseils et pour que chacun soit acteur dans son mieux-être, dans sa façon de vivre mieux, pour vivre mieux. Donc des conseils pour mieux se protéger, des conseils pour se décharger, pour se ressourcer et pour être en bonne santé. Parce que une des définitions de la bonne santé que je retiens, c'est bien vivre ensemble dans le lien et faire des choses concrètes dans le lien. Et donc c'est important de faire des choses concrètes ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, c'est vrai. Et donc voilà, on organise ces réunions. Et un petit témoignage encore récent. Donc on est une vingtaine dans chaque coin de la Drôme. On a trois endroits de la Drôme. On a le Nord Drôme, le Centre Drôme près de Crest, et puis voilà, le sud de la Drôme. Dans le sud de la donc on est à peu près une vingtaine, même parfois plus. Oui, tout à fait. Voilà, et on se réunit une fois par mois. Et puis là, chacun est acteur. Le principe, c'est vraiment de s'impliquer, à la fois d'échanger les bons trucs, comment se détoxifier, le jeûne, comment prendre soin de soi, comment aller mieux, mais aussi se protéger, des tas d'échanges. Et puis à un moment donné, on parle plus de ça, parce que plus on parle de ça, plus on s'électrifie, donc on arrête de parler de ça, et on fait du bien ensemble. Et un témoignage récent, une des personnes nous a dit, donc une personne qui vivait isolée depuis 2 ans, complètement isolée, elle avait coupé de sa famille, plus de liens sociaux, et là, son témoignage, puis on voit que physiquement elle va de mieux en mieux, son témoignage, j'ai l'impression d'avoir retrouvé une famille, et c'était vraiment très émouvant, et quelqu'un qui s'implique de plus en plus, et c'est un plaisir de sentir qu'ensemble, on peut aller mieux. Bravo. Je peux donner le micro à Béatrice. Alors, rapidement, 2 minutes pour la dernière association présentée aujourd'hui. Je t'en prie. J'ai un petit peu peur des caméras, du coup, c'est pour ça que je me lève pas. En fait, je voulais juste faire une courte présentation de l'association Miligos, qui a été créée en 2021 dans le Trièves, c'est à 1 heure de Grenoble. C'est une jeune asso. Le Trièves, c'est un petit secteur avec environ 10 000 habitants, et en gros... l'activité principale, c'est informer le grand public, essayer de sortir de... Il y a les EHS qui ont des problèmes et les autres, tout va bien, ils peuvent dormir avec la tête sur leur Wi-Fi, c'est super. Et du coup, principalement, l'activité, ce serait c'est de faire du prêt d'appareils de mesure. Et du coup, on a une convention de prêt d'appareils et les gens la signent, partent avec l'appareil pendant 1 semaine et puis ils découvrent toutes les merveilles des rayonnements qu'il y a chez eux. Et on a vraiment envie d'axer là-dessus. On a aussi fait des balades électromagnétiques en ville ou dans le cadre d'organisation d'événements liés à l'écologie, à l'habitat, etc.
On n'a pas les épaules d'accompagner les personnes électrosensibles. Par contre, le parti pris de l'association, c'est de dire en fait des services sociaux et des maisons médicales, il y en a a priori partout, même si on est un désert médical. Et du coup, on n'a pas encore fait ça, mais l'idée c'est d'aller voir des assistantes sociales, d'aller voir des médecins et de leur dire, en fait, des mairies même, et de leur dire, en fait, il y a des personnes dans le désespoir par rapport à telle et telle problématique. À quel moment vous le prenez en compte et à quel moment et comment vous le prenez en charge. Au lieu de dire allez voir les assos, parce que toutes les assos ne pourront pas prendre en charge tous les cas urgents à prendre et à aider, quoi. Et puis sinon, communiquer et puis un peu jouer autour de ces questions, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, peut-être sur le fait de renverser la manière dont on présente les choses. Moi, par exemple, j'aime bien dire qu'un forfait, un abonnement de téléphonie mobile, c'est comme un forfait humeur. Je sais pas, ça change un petit peu la manière de voir les choses, c'est un petit peu cynique, mais voilà. Milligos, vous le savez sans doute, c'est une unité d'électricité. Et voilà, c'est tout. Sinon, il y a un projet un peu parallèle de l'asso qui consiste à présenter en public une cage de Faraday géante avec des appareils de mesure à l'extérieur et à l'intérieur pour que les gens visualisent la présence des champs électromagnétiques dans l'environnement, avec un travail avec les jeunes sur leur relation à leur téléphone portable et par le biais de prise de son, du coup, eux qui témoignent sur le téléphone portable. Et pour rentrer dans une cage de Faraday, on est obligé de se séparer de son téléphone, et c'est là que commence l'expérience, que les gens ils sont obligés de donner leur téléphone dans une consigne, et il y en a qui paniquent et qui le font pas. C'est tout. Merci beaucoup.